L'affiche en 2 mots, support bien évidemment principal de communication au moment de la Grande Guerre. Ce support est devenu incontournable depuis, en gros, on estime à la moitié du 19e siècle, année 1850, avec bien évidemment la progression technique d'impression, l'utilisation de la couleur. Enfin voilà, on est vraiment sur un phénomène qui augmente énormément et l'affiche se retrouve partout, devient une œuvre d'art. Toulouse-Lautrec, enfin voilà, et puis c'est surtout le support principal de communication. Pourquoi? Parce que on est sur quelque chose, c'est plus impactant que la presse parce que c'est gratuit, et c'est aux yeux de tous, bien évidemment, puisque c'est affiché dans la rue. Bien évidemment, ça va être un support incontournable pour la propagande. Pour la mobilisation et après pour la propagande. Voilà, on va nuancer comme ça. On a un phénomène important entre les pays qui ont une conscription et les pays qui n'en ont pas. C'est pas du tout la même chose. Vous avez tous en tête la fiche de mobilisation française, même la fiche de mobilisation allemande. Celle qu'on a qui est présentée à l'entrée dans l'espace mobilisation, elle est même déchirée. Ce qui explique qu'on l'avait, au moment du blocus allemand, il n'y avait tellement plus rien qu'il décollait les affiches pour recycler le papier. Ce qui explique aussi que l'affiche est le support le plus incontournable, mais aussi le plus éphémère. Parce que voilà, donc il y a aussi, ce qui explique aussi la grosse production d'affiches, parce qu'il faut régulièrement remettre une couche d'affiches parce qu'elles disparaissent, elles s'abîment, voilà, elles sont victimes des intempéries. Bref, dans les pays, notamment France et Allemagne, on est plutôt sur de l'affiche de l'ordre qu'on appellerait utilitaire ou administratif. Type affiche de mobilisation, type ici l'affiche d'ordre de réquisition pour les chevaux et les mulets. Vous voyez bien qu'on est sur quelque chose, ça pourrait être un courrier à l'entête de la préfecture, on est sur quelque chose de purement administratif, donner une information, oui, ça pourrait être une circulaire, enfin, voilà, c'est une grande circulaire qu'on placarde sur les murs. On a la même chose sur l'affiche qui est dans le couloir, là, sur l'appel aux femmes de Viviani. Finalement, on imprime des textes, des discours. On est sur voilà, quelque chose de purement administratif. À la différence des pays, alors là, on va être plutôt côté anglo-saxon, Royaume-Uni et les Dominions, hein, Canada. On va avoir ça aussi en Australie ou en Nouvelle-Zélande, qui ont besoin, eux, de faire appel aux volontaires et au recrutement. Et vous l'avez vu hier sur les affiches dans l'exposition sur les Britanniques. On est sur là tout de suite un message qui est tout de suite beaucoup plus sensible, qui est beaucoup plus, qui doit complètement attraper le passant qui va tomber sur l'affiche. Donc on n'est finalement jamais passé par la partie texte et administratif, on est directement passé sur quelque chose de sensible parce qu'il fallait tout de suite attraper les gens et les mobiliser. Voilà. Donc ça c'est un peu les deux principes de base au début de guerre. Et puis après, donc bien sûr, l'affiche va être support de toute la propagande. Et là, on va avoir une grande diversité à la fois de thèmes et de manières de les appréhender. On a une différence en fait entre... En Allemagne, on a déjà une modernité dans la manière d'approcher. On est rentré déjà dans la modernité depuis les années en gros 1905. Il y a une approche, j'ai envie de dire presque de graphiste. La notion de graphiste, d'affichiste, elle est déjà présente en Allemagne dans cette modernité du XXe siècle. En France, on est encore, et je trouve que cette affiche de Poulbeau est un bon exemple, sur une utilisation des illustrateurs. Vous pouvez vous approcher, hein, il y a de la place, hein, approchez-vous. Il y a encore un rapport à l'utilisation de l'illustrateur avec sur du crayonné pas fini. On n'est pas du tout sur une démarche graphique d'impactante. C'est finalement, ça pourrait presque être, avec la légende en dessous, un dessin de presse, quelque part, qu'on a juste agrandi, dans lequel on a mis un cadre pour mettre un titre et dire de quoi on parle. C'est pas du tout la démarche, bien évidemment, d'un affiche, d'un graphiste qui va vouloir passer un message dans le cadre de ce support de communication. Autre exemple sur l'affiche ici, sur la journée de l'armée d'Afrique et des troupes coloniales, pareil, un espèce de crayonné, une espèce de
de flou artistique, j'ai envie de dire. On n'est pas du tout là encore sur un message qui doit, que vous devez vous prendre en pleine figure quand vous passez dans la rue, quoi. Enfin voilà, donc on est encore sur quelque chose, une approche très, très artistique. Au passage, avec des codes, hein, le rouge qui ressort de temps en temps. Ici, vous avez des émanations de drapeaux français, donc bleu, blanc, rouge. Mais si vous regardez sur les coiffes, bleu, blanc, rouge. Donc il y a plein de, comme ça, de petits messages un petit peu subtils qui sont disséminés. On est vraiment sur quelque chose de tout à fait... j'ai envie de dire de pas professionnel, mais pas de professionnel de l'affiche, voilà, mais vraiment de l'utilisation de l'artiste. On n'a pas encore passé le cap. À la différence, je vous le disais, de l'Allemagne, mais aussi, on est sur la même école de l'Autriche-Hongrie. Ici, cet exemple-là, où on est sur quelque chose où le visuel, paf, il est impactant. Les mots et les slogans sont déjà, la notion de mots et de slogans qui vous saute aux yeux est complètement évidente. Et évidemment aussi, bien évidemment, chez les Américains, avec l'affiche que vous avez là-bas, où là, on a sur des grands aplats de couleurs, et une volonté là aussi d'avoir un message très clair en dessous, gros. Vous voyez, hein, quand on voit comment est écrit la légende chez le Poulbo ici, et quand on voit comment il y a écrit Invest in the Victoria Liberty Loan, bon ben ça y est, on est dans la modernité de l'impact de l'affiche publicitaire qu'on connaît aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que nous, quand on fait les affiches de communication du musée, je peux vous dire qu'on se prend bien la tête. Est-ce que le titre de l'expo il est écrit assez gros? Est-ce que quand on passe en voiture à l'arrêt de bus, c'est ce qu'on va voir? Enfin voilà. Et c'est vrai que c'est des vraies questions que je pense, en tout cas pour les Allemands et les Américains, des questions que déjà on se pose, et il y a déjà une modernité, quoi, très clairement dans leurs affiches. Alors après, à quoi ça sert une affiche? Une affiche, ça sert, on a dit, à appeler des volontaires, à la mobilisation, mais ça va aussi servir. Le Poulbo est un bon exemple sur sensibiliser pour voilà, aller chercher, faire appel à la générosité des gens, mais aussi tout ce qui va être notamment appel à l'emprunt. Donc là, on a une grosse collection d'affiches sur l'appel à l'emprunt, et on en a deux ici qui sont intéressantes, tout à fait classiques, j'ai envie de dire, dans leur manière d'être composées et des symboles qu'elles utilisent. Vous avez ici l'utilisation de la Marianne, donc allégorie. Elle porte elle est drapée dans le drapeau bleu, blanc, rouge. Et ce qui est intéressant quand on parle de mobilisation totale, c'est que vous avez ici, si vous regardez à peu près des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, qui, pour certains visiblement, pas très riches, qui font les fonds de sac, les fonds de poche pour donner aussi. Voilà, donc c'est vraiment une mobilisation totale, et on dépose au pied de celle qui incarne la France, les enfants qui sont présents. Enfin, en l'occurrence ici, là c'est plutôt là aussi un angelot de l'antique qui porte un casque Adrien. Enfin voilà, donc on lésine pas, hein, on est dans de la propagande, donc on y va sur les symboles, il n'y a aucun problème. Et donc cette Marianne qui est en plus derrière, derrière elle, on va dire, la Marianne de Rude de l'Arc de Triomphe, donc on est vraiment dans une symbolique assez lourde, mais qui a le mérite d'être complètement explicite sur le message à vouloir faire passer. Autre chose, l'utilisation de symboles, notamment les animaux, donc le coq français voilà, qui terrasse le soldat allemand, plus que classique. On a dans beaucoup d'affiches aussi l'utilisation de l'aigle, bien évidemment, qui représente en tout cas l'Allemagne. Donc là, on est sur quelque chose, on ne peut plus être explicite. Il faut voilà, verser votre or, hein, toujours l'utilisation de l'impératif. C'est-à-dire que là aussi, toujours impactant, impliquant au niveau du passant. Ça, on l'a en français, mais on l'a aussi dans les autres langues. Et voilà, votre or, avec ce coq central, va nous permettre de terrasser l'ennemi. Enfin, voilà. Donc ça, on est alors, dans l'allégorie, donc dans les symboles, on a les animaux, on a les allégories. Donc vous avez Marianne, vous avez sur l'affiche britannique qui est juste là, vous avez Columbia, hein, qui représente les États-Unis, voilà. Et puis, alors on n'en a pas ici dans la salle, mais vous avez pour les Allemands Germania, qui est souvent représenté avec un casque, voilà, assez imposante. Donc c'est souvent des symboles qui sont utilisés dans les affiches. Alors,
Autre symbole très très fort, et je trouve que là, les deux exemples qu'on a ici, donc l'affiche italienne et l'affiche allemande, toutes deux affiches d'appel à l'emprunt, c'est l'héroïsation du soldat. Donc c'est-à-dire qu'on a des symboles, des animaux, on a des symboles, plutôt des allégories, on a l'utilisation, on l'a vu chez Poulbeau, plutôt de la veuve et l'orphelin, j'ai envie de dire, en gros, pour aller faire pleurer dans les chaumières, c'est-à-dire qu'on joue vraiment sciemment sur la corde sensible. Et puis vous avez l'héroïsation. L'héroïsation, elle passe comment? Vous voyez que la plupart de ces affiches, il y a une figure humaine. C'est-à-dire que l'être humain est représenté sur la plupart de ces affiches parce que c'est de permettre une identification quand le message est positif, ou un rejet quand on a la figure humaine de l'ennemi. Enfin, voilà. Donc, en revanche, le rôle de la figure humaine, elle est vraiment importante. Et donc, dans le cadre de l'héroïsation des soldats, elle est souvent mise au premier plan. Je trouve que c'est le bon exemple sur ces deux affiches. Ici, c'est un aviateur qui est donc mis en avant. Et puis surtout, l'affiche italienne, elle est intéressante parce que là, on est un petit peu en contre-plongée, donc il y a l'espèce de stature comme ça un peu monumentale, mais surtout, vous avez vu l'état du soldat. C'est-à-dire qu'il a ce bandage, certainement aveugle, du sang sur le pansement. Je pense que quelqu'un qui est blessé de la sorte ne se tient pas de cette manière-là, bien évidemment. Donc on joue vraiment du contraste. En gros, la légende, c'est moi pour la patrie, j'ai laissé mes yeux, vous pouvez laisser votre argent. Donc on joue sur la culpabilité, là aussi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être assez récurrent par rapport à ces affiches de propagande. La figure humaine, elle peut toucher le passant. Si en plus vous lui mettez un message en disant toi aussi il faut que voilà, parce que moi regarde-moi ce que j'ai comment j'ai pu trinquer, enfin voilà, forcément il y a une double culpabilité, et en tout cas vous vous sentez doublement intéressé, et ça fait certainement passer à un moment donné à l'action et à acheter ou à donner de l'argent. Donc la figure du soldat. Et puis il y a un thème qui est très récurrent aussi, qui est le thème religieux. Donc on a notamment, alors on n'a pas d'exemple ici, Mélanie, je crois pas, non on n'en a pas. Oui, enfin celui-là, mais je pensais à la Pietà, vous savez, ces allégories qui peuvent soutenir des soldats blessés et tout ça. Donc ça on n'en a pas ici dans la salle, mais à la limite le meilleur exemple qu'on ait au musée, c'est le monument américain, donc qui est juste sur l'arrière du bâtiment, puisque cette espèce d'allégorie de la liberté éplorée a à ses pieds et soutient des soldats blessés ou morts. Donc c'est le meilleur exemple. Non, nous on a ici sur le religieux, j'ai envie de dire le côté inverse de la Pietà, à savoir les enfers, puisqu'on a donc affiche de propagande impérative, souvenez-vous, affiche de propagande pour dénoncer les crimes allemands. Donc il y avait un certain nombre d'expositions qui montraient, qui dénonçaient, mais à travers une propagande bien évidemment, ce que les Allemands pouvaient faire. Et donc là on est vraiment, voilà, c'est le chaos des enfers, les flammes, cette église qui a été détruite, le crucifix au premier plan qui est renversé, et puis cette figure, je vous disais les figures humaines, cette figure du méchant. On est très manichéen dans une affiche de propagande, mais comme on est manichéen aujourd'hui dans la publicité, enfin je veux dire, on n'a rien inventé, à savoir il y a le bon héros, le soldat valeureux, et puis il y a le méchant ennemi, en l'occurrence sanguinaire au possible avec ce couteau et le sang qui coule, et la torche enflammée, et qui, on comprend que c'est lui qui est le responsable de l'ensemble de ce chaos. C'est l'Apocalypse, enfin voilà, on est vraiment dans cet ordre-là. Alors c'est intéressant, tout à l'heure, dans l'autre groupe, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, on est presque, il ne l'a pas encore dans la bouche, mais voilà, mais on est en effet sur l'imaginaire de la propagande par la suite bolchevique. C'est intéressant parce que je ne sais pas si ça a été fait, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une symbolique tout au long du XXe siècle, de ce qui a pu être utilisé dans les différentes périodes du XXe siècle sur la propagande. Je pense que ça serait intéressant, je ne sais pas si ça a déjà pu être mené, ce genre d'études et d'analyses, certainement, de pouvoir voir quels sont les symboles récurrents et comment au fil des années ils ont peut-être été recyclés et réutilisés, enfin voilà. Donc voilà, donc l'enfer, c'est aussi quelque chose d'assez récurrent dans ce type d'affiche.
Et puis alors, on a cette série-là. Vous avez vu qu'on avait des illustrateurs qui étaient mis à contribution, qu'on avait un développement de professionnels, d'affichistes, de créatifs, presque, j'ai envie de dire, les ancêtres des graphistes, notamment en Allemagne et aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et là, on est en France et c'est un concours fait par les écoles. L'école de Paris qui a lancé, donc ça c'est des dessins faits par les enfants. Et en fait, ils ont, sur les économies qu'ils pouvaient faire dans leur quotidien, donc c'est pas qu'un travail scolaire puisque les affiches ont été imprimées, publiées. On en a, là c'est une originale, on l'a fait tourner régulièrement, on a toute la série. Et moi ce qui me frappe, et je laisserai Mélanie dire 2 mots sur quelques-unes d'entre elles, mais moi ce qui me frappe c'est la modernité des messages qui 100 ans après, on pourrait quasiment refaire une campagne d'affichage aujourd'hui sur Français économiser le gaz, économisons le pétrole et l'essence, cultivons notre potager. Voilà, ne pas gaspiller. Enfin, c'est du bon sens. Voilà, c'est du bon sens. Mélanie, tu nous dis 2 mots sur ta préférée? Allez. Non, il y en a une que je trouve assez parlante en effet, c'est celle-ci. On voit une poule sur un tas d'œufs, donc normalement une poule ça ne pompe pas autant d'œufs d'un coup. Hein. Et, oui. Et le slogan qui, je pense, résume bien aussi ce qu'on demande aux civils, cette notion de guerre totale, c'est « Je suis une brave poule de guerre, je mange peu et produis beaucoup ». Finalement, c'est ce qu'on demande aux femmes, aux enfants, enfin à tous, c'est de moins consommer de la nourriture, mais aussi en effet du gaz, enfin en tout cas toutes les ressources du pays. Par contre, en produire le maximum possible pour l'effort de guerre. Donc on est vraiment là sur cette notion de guerre totale. Hein. Il faut faire enfin le matin quand on se réveille, on doit penser à l'économie. Au travail, on pense à la guerre. Quand on mange, on pense à la guerre, à économiser. Quand on se couche le soir, on y pense. Si ça se trouve, il y en a qui rêvent aussi de ça. On est vraiment là sur une mobilisation de l'esprit totale. Et puis surtout, voilà, on se rend compte que aussi, alors là, on n'est pas sur le cadre de professionnels de l'affiche, mais on a demandé finalement à des enfants de s'adresser à tout le monde. Donc là aussi, c'est une guerre qui va finalement prendre tout le monde à partie. C'est pas des affiches d'enfants juste pour d'autres enfants. Finalement, c'est des enfants qui font la leçon même à des adultes. Et c'est vrai qu'il y en a une, enfin, nous saurons nous en priver, enfin, pour les enfants, mais même pour les grands-enfants, se priver de sucreries, de choses comme ça. C'est peut-être la frustration aussi hein, qu'on peut énormément ressentir. Donc là, c'est le cas en France, mais évidemment... Pas de superflu, quoi. Enfin, voilà, on est en temps de guerre, donc pas de superflu. Voilà. Et voilà, restreignez-vous au maximum, produisez le plus possible. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit, je trouve, de la guerre. Pour faire le lien sur ce quotidien et faire le lien aussi avec ce que notre collègue allemande nous a expliqué et montré surtout, vous savez, elle avait des images de livres de recettes, voilà, et donc nous, on voulait vous montrer 2-3 choses qu'on utilise nous dans le cadre de nos ateliers pédagogiques. Donc là, c'est un fac-similé d'un petit livre de la ville de Saint-Mandé, Les petits secrets de la vie à bon marché pendant et après la guerre, recueil encyclopédique de procédés pratiques et de recettes utiles à l'usage des familles économes, août 1917. Donc on vous apprend à faire du beurre artificiel, à faire votre propre moutarde, ce qu'il faut faire pour remplacer le sucre, enfin voilà. Et puis voilà, on a rajouté une petite, je vais vous le faire passer, une petite... comment aussi ne pas gaspiller les épluchures, qu'on va bien gratter les carottes et les navets pour ne rien perdre, enfin voilà. Donc, c'est l'objet d'un atelier en octobre. Oui, c'est vrai, dans le cadre de la semaine du goût, exactement, voilà. Comment bien éplucher les carottes. Voilà, comment bien éplucher les carottes. Juste faire le lien aussi avec ce que Barbara nous a dit hier. Vous savez, elle parlait des ersatz et je lui ai dit, ah oui, dans les collections, voilà, donc je voulais vous montrer. Voilà les fameux souliers en ortie tissé. Puisque pendant le blocus, on n'a plus rien, il n'y a plus de cuir, il n'y a plus rien, donc voilà la solution. Et pour vous dire à quel point nos actions pédagogiques sont incroyables, je peux vous faire circuler de l'ortie, de la fibre d'ortie. N'ayez pas peur, ça ne vous fera pas de boutons. Voilà, donc c'est aussi une manière de pouvoir aussi toujours essayer de rendre compte aux gens d'être dans le concret. Ce qui est assez ironique, finalement, c'est ce côté ersatz hein, à l'époque. Oui. Justement, normalement, c'est fait parce qu'on manque de tout, on n'a plus rien. Donc, c'est des produits de substitution de mauvaise qualité. Mais finalement, la fibre d'ortie, maintenant, ce que tu disais tout à l'heure. C'est tendance. Dans les magasins bio, vous avez des t-shirts en fibre d'ortie. C'est du dernier cri, ça coûte une fortune. Et donc, on n'a rien inventé, quoi. Et elle nous parlait aussi des tickets de rationnement allemands. Donc, on en a ici dans la vitrine.
Donc ça c'est aussi c'est marrant parce que nous on le voit bien avec nos visiteurs. Le ticket de rationnement, c'est la Seconde Guerre mondiale. On n'imagine pas du tout, voilà. Et donc là, on voulait vous montrer donc ticket de rationnement français pour le pain. Et je vous lis juste donc recto verso. En économisant les denrées alimentaires qui nous viennent d'outre-mer, nous laissons des navires disponibles pour le transport des combattants américains et de leur matériel de guerre, septembre 1918. Voilà, donc voilà un petit peu le niveau aussi de ce qu'on pouvait avoir. Et Mélanie a grandement insisté pour que je vous présente cette publicité. Ce n'est pas une affiche, mais ça en dit long sur aussi la mobilisation des sociétés. Donc encart publicitaire dans la presse. Donc je vais vous lire le texte parce que c'est vrai que c'est quand même fort et ça montre l'implication. Contre la piraterie allemande, seule la brassière Perrin est vraiment pratique et efficace. Elle peut toujours être portée sur soi. Elle reste invisible sous les vêtements. Elle se gonfle instantanément d'une façon automatique. Son emploi s'impose comme une précaution indispensable pour tous ceux qui doivent naviguer. En l'acquérant, ils obtiendront en cas de naufrage la certitude de pouvoir attendre les sauveteurs sans se trouver dans la triste perspective de s'accrocher à une épave ou de couler. Donc voilà, gilet de sauvetage, comme ça vous l'avez toujours sur vous et vous luttez contre la piraterie allemande. Si c'est pas une manière de mobiliser complètement les sociétés, voilà. Donc c'était aussi voilà un petit clin d'œil pour vous montrer comment finalement on est dans la guerre tout le temps. Enfin voilà, on est tout le temps dans la guerre. Alors l'économie aussi qui se fait tout autour du coup, donc tous les achats. Oui, bien sûr, voilà. Parce qu'après il faut pas oublier voilà qu'il y a des catalogues. L'ancêtre, donc il s'appelle pas encore Manu France, mais le catalogue de la manufacture d'armes et cycles de Saint-Étienne. A un succès pas croyable, avec il y a énormément de familles qui achètent des produits dans le catalogue pour envoyer aux soldats sur le front parce que on a sur de la toile imperméabilisée, sur du confort, ce type des sous-vêtements plus chauds, enfin tout ça. Enfin, il y a tout ce type, cet ancêtre du catalogue de la Redoute ou des Trois Suisses. Voilà. Je vous ai parlé de la modernité du graphisme, des graphistes allemands et des affichistes allemands. Je trouve que cette affiche-là est un bon exemple. C'est donc une affiche d'appel à l'emprunt. Mais voilà, ils ont tout compris. Et ils ont compris tous les codes de l'affiche d'aujourd'hui. Juste donc un dessin impactant avec un élément central. Et juste, vraiment, on est sur de l'évocation et du graphisme pur. Ça y est, on est dans le XXe siècle. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on a les codes de l'affiche qui sont complètement posés. Un mot là-dessus, c'est aussi une manière de faire le lien avec les mobilisations des sociétés. Quand vous donniez un marque, on plantait un clou. L'objectif, c'était d'arriver à refaire le dessin et la phrase qui est autour. C'était une manière de sensibiliser. Et Barbara, qui était dans le groupe tout à l'heure, nous disait que les enfants aimaient beaucoup parce qu'il fallait, avec le marteau, il y avait un côté ludique, participatif. Voilà. C'est juste qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du crowdfunding, mais le crowdfunding, c'est du mécénat auprès des particuliers. L'objectif, c'est de remplir, ça se fait beaucoup sur Internet, Greenpeace l'a fait. Vous avez un bateau et à partir du moment où vous mettez un peu de sous, un morceau du bateau se colorise par exemple. Et le but c'est que tout le bateau soit colorisé. Enfin, voilà. Donc on est vraiment sur exactement la même démarche. Voilà. Quand vous avez Handicap International qui fait des pyramides de chaussures, c'est exactement la même chose de dire on participe à un moment donné et on construit quelque chose et on crée collectivement un ensemble et ça soude aussi, ça solidarise les gens entre eux. De participer à une action comme ça commune. Donc voilà, c'était juste ce petit clin d'œil. Nous, en France, on est plutôt sur les dons, donne l'accès à ces petits, je sais pas comment on peut le dire, des petits badges, des vignettes, ouais, voilà. Vous avez fait un don, on vous donne une petite vignette, quoi, voilà. Donc on est plus sur ce type de choses. Barbara nous l'a montré ce matin, donc voilà, on l'a dans la collection, donc vous la voyez. Je vous ai pas dit, je vais dire, vous la voyez en vrai. Je vous l'ai pas dit, vous avez vu que ce sont des facsimilés. C'est juste pour des raisons de conservation. Nous, toutes les affiches que vous voyez là, on a les originaux en réserve, mais ça nous obligerait à les faire tourner trop régulièrement et c'est vraiment du gros boulot au quotidien. Donc on a pris le parti pris de faire ça en facsimilé. Et puis, voilà, je crois qu'elle nous a montré la photo ce matin. Donc cette fameuse photo moi que je trouve vraiment intéressante dans le sens où elle illustre bien
la violence de ce conflit, notamment la violence du point de vue de l'arrière. Et donc photo qui a énormément marqué les esprits à l'époque et qui a été réutilisée dans la propagande américaine, pour le coup, et interprétée. Et je dis interprétée pourquoi et alors allez-y. Parce que moi je vois la femme de France et là on nous a dit que c'était allemand tout à l'heure. Il n'y a pas dit que c'était en Allemagne. Si, oui, tout à fait. Enfin, le visuel est après réutilisé. Ouais, puis justement, on disait qu'elle l'avait trouvé en Allemagne aussi. D'accord, ok. Là, ce serait intéressant de voir justement si c'est un visuel qui n'a pas tourné aussi tout en Allemagne. Oui, je sais pas. Ouais, parce que je pense que je suis pas sûr qu'on soit capable d'identifier de manière évidente si c'est des femmes allemandes ou des femmes françaises. Ce qui est intéressant, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous, dans la différence entre les deux et donc de l'interprétation et du rôle de l'affichiste finalement, qui à un moment donné pourrait être encore plus impactant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... On voit les visages des femmes, exactement. Alors que là-haut, sur la photo, on ne les voit pas. Et vous voyez que les visages des femmes, il y a 3 générations. Donc c'est-à-dire qu'il doit y avoir la grand-mère, la mère et la fille. Et donc c'est là aussi une manière de montrer que toute la famille, toute la société, toutes les générations sont mobilisées, sont impliquées dans cet effort de guerre, quoi, tout simplement. Et effort terrible, hein, une violence bien évidemment, puisque finalement la femme remplace l'animal parce qu'il n'y a plus rien, donc c'est juste... voilà, elle est assez impactante, hein. Nous c'est avec les scolaires, Mélanie t'es mieux placée que moi pour en parler, mais elle est assez impactante, hein, la violence... De l'affiche, elle est réelle, quoi. Les gens la perçoivent bien. La lecture est assez rapide, en effet, avec autant les cycles 3 que les élèves du collège ou du lycée, ils comprennent très rapidement le message. Souvent, on n'a presque pas à leur poser de questions pour qu'ils entrent dans le message, qu'ils se rendent bien compte de la nuance aussi et du message de guerre totale. Je vous ai parlé des figures allégoriques. Il y a aussi des figures historiques, et en l'occurrence, cette affiche américaine est flagrante, hein, Joan of Arc. Saved France, voilà, je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Voilà, c'est justement la force d'une bonne affiche, une image un peu plus claire et un message, un slogan, une accroche un peu plus évidente. Tout ça pour toujours acheter des bons, des emprunts. Mais l'utilisation de la figure historique, là on n'est plus sur Columbia, Germania ou Marianne, mais carrément on retourne chercher ce qui a marqué les esprits, donc Jeanne d'Arc. Et puis celle-ci, intéressante aussi, je vous parlais du côté manichéen de la chose. Voilà, le 1 sanguinaire, le non 1 en rouge où on retrouve sur les doigts le sang rouge et le sang sur la baïonnette. Donc là on est vraiment... les yeux verts, c'est presque une affiche de film, quoi. C'est vraiment d'une modernité incroyable. Et là, on est bien sur, ça y est, c'est le même exemple que tout à l'heure, on est passé dans le monde de l'affichiste, on n'est plus sur des illustrateurs dont on utilise les dessins et qu'on essaye de mettre en scène. Celle-ci, un peu entre les deux de tout ça, avec du texte, mais là aussi... la prière pour que son grand frère revienne, on est dans la symbolique de la veuve et l'orphelin, on concerne, quand on lit le texte, on voit que ça parle du frère qui est dans le portrait. Il y avait celle-ci aussi où on est, pour le coup ça pourrait être juste une information, ce sont les 3 premiers morts américains, mais finalement l'information elle est traduite graphiquement. Voilà, donc ça pourrait être une affiche administrative qui annonce la mort des 3 premiers Américains, mais elle est traitée graphiquement. Et puis en effet, vous avez là-bas le célébrissime I Want You avec l'oncle Sam. Alors lui, c'est une allégorie aussi, hein, c'est pas Columbia, mais c'est l'oncle Sam, hein, c'est quand même il est fortement récurrent. Vous avez aussi pour les Britanniques beaucoup le Kitchener qui dit, alors je sais plus s'il dit I Want You, mais... ou I Need You, quelque chose comme ça. Nous, on a beaucoup de visiteurs qui nous disent vous êtes trompé. Moi, on m'a dit une fois, un groupe, mais vous êtes trompé, c'est la Seconde Guerre mondiale, le I Want You. Le I Want You, il date de la première. Et donc, ça montre déjà l'impact de ces visuels. C'est une de nos meilleures ventes en mug et en t-shirt, le I Want You. Non, mais c'est rigolo, hein, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle d'ailleurs. Mais c'est étonnant, quoi, l'impact encore aujourd'hui. Je crois que le tapis de souris I Want You, c'est aussi celui qui marche le mieux. Il y a vraiment tout le monde le connaît, quoi. Il y a un truc qui a vraiment traversé le siècle pour le coup. Il y a quand même cette affiche là où il y a l'étoile de David là.
Oui, alors ça c'est pourquoi. Alors en effet, vous avez raison. Ça c'est aussi, à un moment donné, les affiches The Jewish Welfare Board. C'est il y a des affiches par société, congrégation, enfin voilà. Et donc, en effet, à un moment donné, par rapport à la religion juive, on a des affiches qui sont ciblées. On a des organismes qui rassemblent particulièrement pour certaines parties de la population. Donc là, vous avez l'association des librairies, enfin des bibliothèques américaines. Et là, vous avez une association, en effet, par rapport aux soldats qui pouvaient être de confession juive. Donc on a comme ça, on cible comme ça, à un moment donné, dans les populations, certaines catégories de population. Voilà. On peut penser que c'est la Seconde Guerre mondiale. Alors oui, on pourrait penser que c'est la Seconde Guerre mondiale, oui, tout à fait. Mais en l'occurrence, ça n'a rien à voir puisque c'est la première et qu'il y a déjà comme ça cette manière, parce qu'on est sur notamment aux États-Unis, avec beaucoup de, vous le savez, hein, le brassage de population. Donc on est encore de la même manière que les Noirs américains vont être complètement stigmatisés, ils ne seront pas du tout reconnus quand ils vont revenir de cette combattue, qui en plus auront combattu sous les ordres français parce que les Américains n'en voulaient pas. Enfin voilà. Donc on est bien sur comme ça, on saucissonne un peu parfois les populations. Il n'y a pas d'affiche sur les Noirs de Nord. Alors, je n'en connais pas. Je pense pas qu'il... Enfin, Mélanie, ça te dit quelque chose, des affiches sur les Noirs américains, qui mettent en scène les Noirs américains? Je pense pas. Si. Pas à ma connaissance. Ouais. Voilà. Attention, la production, Oui, elle est gigantesque. Hein, ouais. C'est quasiment toutes les semaines. C'était vraiment une production de masse. On est loin de tout connaître sur les affiches, donc c'est pas sûr d'être... voilà. Et puis, ouais, les YMCA, hein, qui n'est pas qu'une chanson disco. Enfin, en tout cas, avant d'être une chanson disco, c'était surtout une association qui venait en aide. Donc là aussi, hein, on est bien sur... on est à la fois sur un message très impactant. On est entre l'illustration et l'affichiste, mais je trouve qu'elle est assez forte. Hein. Ils sont dans la nuit, c'est sombre, et puis le foyer, la chaleur, l'humanité, le réconfort, voilà. Enfin, on est sur une symbolique très simple, hein, mais qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Hein, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien déjà et qui donc le YMCA, hein, qui permettait de créer des institutions en Europe où les soldats pouvaient être hébergés, enfin tout ça. La fin de la guerre, c'est pas la fin de la logique de l'affiche, bien évidemment, et on retrouve, il faut reconstruire. Donc on a les emprunts de reconstruction. Voilà, on fait plus appel à la générosité pour faire la guerre, mais on fait appel à la générosité pour reconstruire. Donc là, c'est flagrant. Comme par hasard, c'est un symbole religieux, puisqu'on reconstruit une église. Cimetière devant, les croix, elles sont quand même très visibles, donc elles rappellent bien qu'il y a eu des morts. Voilà, et que la ville au fond, la cheminée qui fume, l'économie repart. Ça y est, c'est... Voilà, voilà. La guerre est finie, il faut repartir, il faut reconstruire, il faut tout relancer. Voilà, donc c'est vraiment... voilà. Et puis puisque je l'ai dans mon champ de vision, vous avez là-bas l'ange, voilà, Noël pour la grande paix qui vient. On parlait d'allégorie, là vous avez une belle allégorie de cet ange qui tient les lauriers de la victoire, les cloches voilà, derrière. Enfin, voilà. Donc on est bien sur quelque chose là aussi de purement graphique. Je vais dire pour l'autre groupe, mais justement sur les affiches, il faut savoir que sur le site internet du musée, on peut vous proposer une connexion où on a une sélection d'affiches du musée numérisées, et pour des fins pédagogiques, vous pouvez tout à fait demander voilà, les avoir, et ça du coup, ça peut être aussi une ressource pédagogique pour vous.